Deux dynasties en particulier vont marquer le Moyen Âge, les Mérovingiens et les Carolingiens. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Précédemment, on avait vu de quelle façon l'Empire romain d'Occident s'était effondré et avait éventuellement été remplacé par plusieurs royaumes germaniques. Parmi eux, il y avait le royaume des Ostrogoths, des Visigoths, des Angles et des Saxons, des Burgondes et tout ça. Ils sont trop nombreux pour qu'on les voie chacun individuellement, mais on va s'attarder à l'un d'entre eux, l'un des plus importants, qui aura une destinée particulière. C'est le royaume des Francs. Le royaume des Francs qui va donner naissance à deux dynasties qui ne sont pas sans intérêt pour la civilisation occidentale. On parle ici des Mérovingiens et ensuite des Carolingiens. Voyons d'abord la dynastie des Mérovingiens. La dynastie des Mérovingiens a été fondée par un roi en particulier qu'on appelait Clovis. Clovis qui était le fils de Mérové, qui a donné son nom à la dynastie Mérové, mérovingien. Alors, Clovis s'est distingué parmi les différents rois germaniques par deux qualités particulières. D'abord, il fut un grand général, donc grand meneur d'hommes, grand général à la guerre, mais ce général s'est doublé également d'un homme d'État. Alors, c'est à l'homme d'État qu'était Clovis qu'on va s'intéresser plus particulièrement. La principale information qui attire l'attention quand on parle du roi Clovis, c'est le fait qu'il a été le premier roi germanique à songer à une alliance avec l'Église. En effet, il s'est fait baptiser. On raconte qu'il avait une épouse, Clotilde, plus tard appelée Sainte Clotilde, qui essayait de l'influencer et de l'amener à devenir chrétien. Or, lors d'une bataille où, exceptionnellement, il était en train de rencontrer la défaite, la fameuse bataille de Tolbiac, en 496, il aurait décidé, en dernier recours, d'invoquer le dieu de son épouse, le dieu des chrétiens. Et comme par hasard, suite à cette invocation, cette prière, tout a changé sur le champ de bataille et il a finalement rencontré la victoire. Et c'est supposément à cause de ce petit épisode qu'il serait devenu chrétien. Évidemment, cette histoire ne manque pas de charme, mais elle est assez peu vraisemblable. Clovis avait des raisons politiques sérieuses de devenir chrétien. Alors, le fait de devenir chrétien lui apportait des avantages extrêmement intéressants. D'une part, comme les Francs qui s'étaient emparés de la Gaule étaient une minorité, ils formaient entre 5 et 8 de la population, leur situation restait fragile et il existait en Gaule des élites qu'on appelait les élites gallo-romaines, donc des familles importantes, des familles propriétaires de terres qui étaient d'origine romaine et qui, d'autre part, étaient chrétiennes. Alors, l'idéal pour Clovis aurait été d'unir par des mariages ces guerriers francs avec les élites gallo-romaines. Mais il y avait un obstacle. Il n'était pas question pour les familles gallo-romaines chrétiennes de s'unir maritalement avec des guerriers qui n'étaient pas chrétiens. Donc, ça devenait pertinent pour Clovis que ces guerriers francs deviennent chrétiens pour pouvoir s'unir et contracter des alliances avec les élites gallo-romaines. Mais il y avait autre chose. Évidemment, pour Clovis, qui n'est pas instruit, mais qui a assez d'intelligence pour reconnaître que l'instruction a eu son utilité, le fait de s'unir avec des gens instruits comme les prêtres pouvait devenir intéressant dans le cadre de l'administration de son royaume. Donc, en s'unissant à l'Église de Rome, il pouvait compter à ce moment-là sur des hommes d'Église intelligents et instruits pour l'aider dans l'administration de son royaume. Autre chose également, en devenant le premier roi germanique à devenir chrétien, mais chrétien sous l'influence de Rome, il devenait par la même occasion une figure de proue pour la chrétienté, c'est-à-dire le meneur de la chrétienté, celui que tous les membres de l'Église pointeraient du doigt comme étant la voie à suivre. Donc, ça allait lui donner beaucoup d'influence dans le monde chrétien d'Occident. Alors, c'est pour ces trois raisons-là que Clovis est devenu chrétien. D'abord pour forger des alliances importantes et maritales avec les élites gallo-romaines, pour avoir des experts instruits pour l'aider à son administration, et enfin devenir le leader de la chrétienté par la même occasion.
C'est ce qu'on va appeler la première alliance entre le trône et l'autel, entre le roi Clovis et l'Église de Rome. Le problème, c'est que si Clovis a gagné beaucoup d'influence grâce à ça, sa dynastie va rapidement décliner après sa mort. La raison est la suivante, c'est que Clovis devait encore suivre la loi des Francs qui considérait que l'État était une chose privée qui appartenait au roi et qu'il devait par conséquent partager de façon égale entre ses fils. Et ça pose problème parce que si un roi partage l'ensemble de ses terres entre ses trois fils, ça veut dire que son fils qui va devenir roi après lui aura le tiers des terres qu'avait son père. Et si lui-même a trois fils et qu'il leur lègue chacun une portion de ses terres, ça veut dire que le petit-fils du premier roi aura 9 fois moins de terres que le premier roi. Ce qui veut dire que en partageant constamment les terres personnelles du roi entre les différents fils, l'influence du roi diminue d'une génération à l'autre. Donc, après plusieurs générations, la dynastie des Mérovingiens ne sera plus que l'ombre d'elle-même et les rois de la fin de cette dynastie, qu'on surnommera les rois fainéants, n'auront plus qu'un rôle honorifique à jouer. Le vrai pouvoir, vers la fin de la dynastie des Mérovingiens, était désormais entre les mains de ceux qu'on appelait les maires de palais. Le mot maire vient du mot major en latin qui veut dire majeur, d'où vient le mot major ou majordome ou maire. Alors donc, ces hommes-là contrôlaient les armées au nom du roi. Et ils auront de ce fait entre leurs mains les véritables rênes du pouvoir. Éventuellement, c'est l'un de ces maires de palais, Pépin le Bref, qui s'emparera du pouvoir pour fonder une nouvelle dynastie qui va porter le nom des Carolingiens. Pourquoi on les appelle les Carolingiens? Parce que le père de Pépin le Bref était le maire de palais précédent. Il s'appelait Charles Martel. En grec, c'est Karl et en latin, c'est Carolus. Donc Carolus carolingien. Et Pépin va initier donc une nouvelle dynastie où est-ce qu'il va être le roi, un roi avec beaucoup de puissance. Le problème, c'est que lui aussi est mortel, il va finir par mourir, et au moment de sa mort, il va d'abord, d'une part, léguer son pouvoir à deux de ses fils, son fils Carloman et son fils Charles. Mais heureusement pour Charles, son frère Carloman va finir par mourir et lui qui ne l'aimait pas beaucoup ne va pas perdre de temps à le pleurer et va devenir l'unique roi à la suite de Pépin le Bref. Et ce fils de Pépin le Bref, Charles, va devenir l'un des plus grands rois de l'histoire des Francs. On va le surnommer Charles le Grand, ou si vous préférez, Charlemagne, comme on le connaît dans les manuels d'histoire. Pourquoi Charlemagne? Parce qu'en latin, son nom était Carolus Magnus, qui voulait dire Charles le Grand, et en français, on a fini par franciser son nom et l'appeler Charlemagne. Il est de bon ton, ordinaire, de parler du Moyen Âge comme d'une période de régression où tout fonctionne beaucoup moins bien qu'à l'époque de l'Empire romain. Mais il faut apporter beaucoup de nuances à cela, notamment lorsqu'on parle de la dynastie de Charlemagne. En fait, le règne de Charlemagne va correspondre à une époque de renaissance. Beaucoup de choses vont évoluer de façon positive à l'époque de ce règne extrêmement long et extrêmement dynamique. Que faut-il retenir du règne de Charlemagne? Ben, Charlemagne est une des grandes figures du Moyen Âge. Lui qui a régné de 766 à 814 après Jésus-Christ, était un personnage plus grand que nature. Il était un grand général, il a été également un grand homme d'État. On le considère à bon droit comme le père de l'Europe. En fait, Charlemagne a passé sa vie en guerre. Alors, à sa mort, il avait conquis un territoire considérable. Son empire faisait environ 1 million de kilomètres carrés, ce qui comprenait en gros l'Europe occidentale, mais sans l'Espagne ni l'Angleterre. Et quel était le but de Charlemagne durant toutes ses conquêtes et tous ses gestes politiques? En fait, il avait pour but la restauration de l'Empire romain d'Occident. En fait, une bonne partie de sa vie, son modèle a été carrément l'Empire romain. Et c'est donc par pure logique et en raison de ses ambitions qu'il va se rendre en l'an 800 à Rome pour se faire couronner empereur par le pape. Alors désormais, il y avait à nouveau un empereur en Occident. Et de ce fait, il va récupérer le modèle théorique
de l'Empire romain. Et c'est pas un hasard, finalement, si son contrôle de l'empire qu'il avait ainsi fondé avait des points en commun avec César Auguste. On se rappelle que César Auguste avait un pouvoir qui était basé, entre autres, sur le pouvoir militaire, sur l'appareil législatif qu'il contrôlait, et il avait aussi un pouvoir religieux. De la même façon, Charlemagne avait une autorité basée sur le pouvoir militaire, le pouvoir législatif et le pouvoir religieux. D'abord, le pouvoir militaire. C'est que Charlemagne, à partir du moment où il va avoir beaucoup de pouvoir personnel, il va exiger de tous les grands seigneurs qui font partie de son territoire de prêter à chaque année un serment de fidélité et il va demander aussi à tous les soldats qui combattent dans ses armées un serment d'obéissance. De ce fait, les armées sont ultimement sous le contrôle de Charlemagne, l'empereur. Mais il détient aussi un pouvoir législatif parce qu'il va créer une nouvelle assemblée qu'on appelle le capitulaire, qui était une sorte de parlement des grands seigneurs. Et comme les grands seigneurs qui forment le capitulaire craignent tous militairement l'empereur qui est Charlemagne, il va pouvoir contrôler ce capitulaire qui va être sa véritable créature. Alors, il a la possibilité de faire passer les lois qu'il veut sans trop d'opposition et il peut s'opposer lui-même aux lois qui sont proposées dans le capitulaire et qui ne font pas son affaire. De ce fait, Charlemagne, à l'image de César Auguste autrefois, contrôle l'appareil législatif. Mais il ne faut pas oublier non plus son pouvoir religieux. Il se considère, Charlemagne, comme le chef de l'Église, le représentant de Dieu sur terre. Il se voit comme le protecteur de l'Église et de ce fait, il va mettre de l'ordre au sein de l'Église. Et le pape ne peut pas se passer de l'empereur, il a besoin de lui pour le protéger militairement contre tous les peuples qui le menacent, les peuples germaniques. De ce fait, Charlemagne profite de cette position pour en mener large au sein de l'Église. Et lui-même, Charlemagne a la vision d'une Église intégrée à l'État, un peu à l'image de l'ancien empereur romain. Donc, Charlemagne contrôlait le pouvoir militaire, le pouvoir législatif et le pouvoir religieux. Que va-t-il faire de tout ce pouvoir? Il va en profiter pour provoquer une renaissance culturelle. Notamment, il va inventer une sorte d'académie du palais. Alors, il va faire venir à sa capitale les meilleurs cerveaux de l'Europe pour s'entourer d'experts capables de le conseiller au mieux de leurs connaissances. D'autre part, Charlemagne va promouvoir l'instruction et il va créer des écoles. Alors Charlemagne, qui était très peu instruit et qui ne savait à peine dessiner des lettres, croyait en l'instruction et considérait que l'instruction était une des clés pour fonder son empire, à l'image de l'ancien empire romain. D'autre part, au sein de sa réforme intellectuelle, Charlemagne va relancer le latin comme outil intellectuel, sachant les limites des différentes langues germaniques, comme la langue des Francs entre autres. Il va considérer que la seule langue intellectuelle digne de ce nom en Occident qui est suffisamment répandue est le latin, et il va en faire la promotion. Et de ce fait, le latin va devenir la langue internationale de l'Europe et la langue savante de l'époque. Mais Charlemagne n'est pas éternel. Il va finir par vieillir et éventuellement en 814, il va devoir rendre l'âme. Néanmoins, il va réussir, avant la fin de sa vie, à rompre avec la tradition des Francs qui était de léguer de façon égale les territoires du royaume entre tous les fils. Et c'était une bonne chose parce qu'il avait lui-même beaucoup de fils et ça aurait amené la division de son royaume. Il va donc s'assurer, un peu comme autrefois l'empereur romain, de léguer tout son pouvoir à un seul de ses fils, son plus vieux fils survivant, Louis le Pieux, et donc, à sa mort, Louis le Pieux succède à Charlemagne en ayant entre les mains les mêmes pouvoirs qu'avait Charlemagne. Le problème pour Louis le Pieux, cependant, c'est qu'il n'avait ni la poigne de son père, ni son sens politique. Et il négligera à la fin de sa vie de s'assurer que son pouvoir soit légué à une seule personne, un seul de ses fils. Et de ce fait, à sa mort, à la mort de Louis le Pieux, en 843, aura lieu le fameux partage de Verdun. C'est que l'empire de Louis le Pieux sera partagé entre ses trois fils. Et de la sorte, les rois et les empereurs qui vont suivre vont s'affaiblir de la même façon qu'autrefois s'étaient affaiblis les Mérovingiens. Alors chaque
nouvel empereur ou chaque nouveau roi qui vont accéder sur leur trône vont être plus faibles que les précédents, ce qui va nuire considérablement à l'autorité de l'empereur et à l'autorité des différents rois, et tout cela va donner naissance au système féodal.